Bienvenue aujourd'hui sur le France DevOps, Cloud Run, tout ce qu'il faut sans Kubernetes. Donc Julien, qui est le CTO de Zenica, va vous faire la présentation. Et tout d'abord, je tenais à remercier du coup nos sponsors France DevOps, Delia, CrowdSec et Intercloud, qui nous permettent de faire ce genre d'événement. Donc si tout est prêt pour toi, Julien, je vais te laisser la main. Ok. J'attaque direct ou tu vas attendre du coup midi 5 pour attaquer? Non, bon, je pense que tu peux. On a 43 participants. On va pouvoir. Ouais, On ok. va pouvoir Et commencer. ben, je prépare le partage et zou, on est parti. Hop. Allez, normalement vous avez bien mon affichage. Je vais peut-être passer en full écran. Ouf, non, je vais rester comme ça pour la démo. Allez, zou, on est parti. Du coup, merci d'être présent. Midi 5, pas toujours évident. Un mardi où il fait beau, certains pourraient être au barbecue ou ailleurs, mais merci d'être présent du coup pour ce talk-là. Je remercie France DevOps et Nantes DevOps pour l'opportunité du coup de parler aujourd'hui. Comme le dit Frédéric, n'hésitez pas à indiquer si tout fonctionne. Apparemment, il y aura une section questions-réponses dédiée et on prendra les questions à la fin du talk si vous en avez. Je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Julien Enduré, je suis CTO à Zenica. Puis après, j'ai d'autres casquettes communautaires. Donc, je suis Google Developer Expert sur la partie cloud de Google. Et puis, je m'occupe du GDG Nantes historiquement, du DevFest Nantes et du GDG Cloud Nantes maintenant particulièrement. Concernant Zenica, si vous êtes intéressé par la société, n'hésitez pas à venir poser des questions sur Twitter ou LinkedIn ou autre en MP. Et puis, concernant le DevFest Nantes, sachez que nous avons un track Cloud et DevOps. Et ça tombe bien, du coup, vu la population que vous êtes, n'hésitez pas à soumettre des sujets. Le DevFest Nantes, du coup, qui est à Nantes en octobre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de sujets. Et d'ailleurs, côté GDG Nantes, on organise une session Devenir Speaker la semaine prochaine. Donc ça peut être l'occasion aussi de vous exercer et prendre quelques trucs et astuces pour devenir speaker. Allez, on en vient au talk. Donc, Cloud Run, tout ce qu'il faut sans Kubernetes. Alors, l'idée, c'est de revenir un peu dans le futur et d'expliquer un petit peu pourquoi, moi, de mon côté, j'ai vécu cet aspect-là de l'arrivée de Kubernetes, etc. Donc, voilà. Moi, j'ai commencé en fait le cloud avec App Engine. Vous retrouverez l'ancien logo avec l'ancien logo de Google, etc. Du coup, qui est sorti en preview en 2008, qui est sorti en general availability en septembre 2011. Voilà, un outil que j'ai rapidement utilisé dès 2010. Alors à l'époque, c'était pour créer des side projects pour des associations, pour mon amusement. Au début, il supportait que le runtime Python, et puis après, il y a eu le runtime Java. Donc moi, j'ai beaucoup joué avec du Groovy pour faire, par exemple, une appli de pétanque l'été quand on est avec les copains. Et donc, ce que je trouvais génial, c'est que je déployais un bout de code et automatiquement, c'était disponible sur les téléphones et tout. C'est l'arrivée des smartphones, etc. Donc là, je me suis dit, c'est quand même cool et je suis rapidement devenu fan, en fait, de essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière le terme cloud computing, derrière le terme de PaaS. Et puis, aujourd'hui, maintenant, je suis GDE et je suis devant vous pour essayer de vous expliquer un peu tout ça. App Engine, du coup, c'était un des premiers PaaS. On peut le comparer à des choses comme Heroku, Clevercloud, etc. Il y a eu pas mal de choses plus ou moins bonnes. Les trucs un peu gênants, c'est qu'on était limité en termes de runtime. Donc, comme j'ai dit au début, que du Python. Après, moi, j'ai beaucoup joué avec du Java, avec du Go, puis maintenant, ça supporte du PHP, du Ruby et plein d'autres choses. La particularité à l'époque aussi, c'est qu'il fallait vraiment utiliser certaines librairies spécifiques.
Donc, il y avait cette notion vraiment de vendeur lock-in. Typiquement, pour faire un appel HTTP qui appelle quelque chose qui est en dehors des firewalls de Google, il fallait une lib pour faire un fetch, finalement, à l'extérieur de Google. Donc ça, c'était le premier App Engine. Donc, on appelle ça le App Engine, on va dire, première génération maintenant, puisqu'il y a eu des nouveautés dernièrement. Par contre, moi, ce que je trouvais directement super intéressant, c'est que j'avais un déploiement qui était facile. En une ligne de commande, hop, je déployais du code. J'avais pas j'avais pas une nécessité d'avoir de la CI ou autre. J'avais la possibilité directement de lier en fait un nom de domaine particulier, customisé. Donc typiquement, les sites du DevFest sont dessus depuis très longtemps. Pour des associations, c'est quand même très pratique d'avoir son nom de domaine dédié. L'autre point aussi qui était intéressant, c'est que naturellement, je pouvais déployer plusieurs versions en production et en fait, elles étaient déployées, elles étaient prêtes, mais elles n'étaient pas forcément visibles des utilisateurs. Et donc, j'avais directement cette notion qu'ils appellent le traffic splitting, de dire, bah, je veux tant de personnes sur ma version A, tant de personnes sur ma version B. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était très novateur, parce qu'en 2011, je pouvais déjà faire du test AB ou gérer des choses. Et puis, l'autre point que je trouvais intéressant, c'est que le fait d'avoir toujours sa version N+1 disponible en production, et finalement, la mise en production était un non-événement puisque c'est juste de dire je redirige tout le trafic sur telle version en particulier. Évidemment, on avait aussi un certain nombre de choses, puisque du coup, App Engine, c'est un PaaS, plateforme de service. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout un tas d'outils pour pouvoir faire du cache, stocker de la donnée. Donc, évidemment, il y avait des choses comme le Data Store disponible. J'avais du CDN pour mes fichiers statiques. Donc, automatiquement, j'avais mes fichiers statiques qui étaient déployés au plus près de mes utilisateurs. Donc, très pratique, par exemple, pour mon appli de pétanque pour le mobile. Et puis, j'avais du scaling de 0 à N. Donc, dès 2010-2011, la nuit, si personne utilisait l'appli de pétanque, et hop, le scaling redescendait à 0. C'est super parce que, maintenant, on pourrait parler d'éco-responsabilité, mais déjà à l'époque, c'était quand même intéressant de se dire, j'utilise pas de ressources, ça redescend à 0. Et j'ai de plus en plus d'utilisateurs qui viennent, j'ai un scaling automatique pour aller de 0 à N. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était très intéressant. Quand je regarde un peu tout ça par rapport à ce que je faisais en entreprise, j'ai essayé durant la présentation, de vous présenter un petit peu sur une échelle la valeur que ça apporte par la complexité. En fait, le gros point d'interrogation, c'est un petit peu là où on part, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément cloud. 2011, 2012, on utilise des libs tierces, on fait du Spring en Java, par exemple, et on a besoin de libs supplémentaires, etc. Donc, App Engine, par rapport à ça, n'était pas forcément plus complexe, puisqu'on a aussi besoin, donc on l'a dit, de lib qui crée un certain vendeur lock-in, mais à l'époque, si on faisait du Spring, on utilise certaines librairies, on est un peu lié aussi à ces librairies-là. Donc voilà. Par contre, je trouvais que ça apportait beaucoup plus de valeur que ce que je faisais en entreprise. Typiquement, pour déployer, etc., il fallait des process assez longs, il fallait des cahiers pour mettre en production, lancer plein de commandes. Alors que là, j'avais quelque chose vraiment avec App Engine qui était très intéressant. Donc, App Engine a été vraiment le fer de lance côté Google Cloud. Hein. Et puis, on a eu les premiers Go.io qui sont arrivés. Et ça aussi, ça m'a, d'un point de vue personnel, motivé aussi à continuer côté GDG, typiquement, et après, à terme, côté GDE. Il y a quelque chose qui est arrivé derrière qu'on appelle la conteneurisation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est arrivé un peu plus tard. Moi, j'ai découvert Docker donc en 2016. J'en entendais un petit peu parler à San Francisco, etc. C'était quelque chose qui était assez présent. Et puis, que ce soit côté Zenica et via mon cercle de connaissances de collègues, je voyais qu'il y avait cette technologie qui était innovante, qui était intéressante. Par contre, il y avait besoin de se remettre à certains concepts Linux. Donc, c'est plutôt cool, finalement. Mais du coup, il y avait besoin d'apprendre certaines choses. Donc, il a fallu réapprendre un petit peu, apprendre tout court ce que c'était un Dockerfile, donc la syntaxe. Il a fallu aussi apprendre un petit peu comment ça se gérait Docker avec sa CLI, le mode, les différentes options du démon, les concepts Linux qu'il y avait en dessous. Parce que typiquement à l'époque, sur Mac ou autre, il y avait quand même des spécificités pour que ça puisse fonctionner, ce qui est beaucoup moins vrai maintenant. Et puis il y avait toujours, du coup, à cette époque-là, beaucoup de questions sur la sécurité. Par contre, ce que je trouvais vraiment super intéressant avec Docker, c'est qu'on avait quelque chose vraiment qui permettait d'avoir un package manager finalement qui était universel. On pouvait mettre du Node, du Java, du je ne sais quoi, du Python, du front, du back, des workers, etc. On avait quelque chose qui était disponible.
Docker était quand même voilà, un projet très populaire, open source, qui avait beaucoup d'images qui apparaissaient, qui étaient disponibles. Les conteneurs versus les VM, pas rentrer forcément trop dans le détail, mais ça marche quand même un peu partout. C'est vraiment l'idée. Et puis d'avoir quelque chose qui soit reproductible par rapport à tout ça. Et puis du coup, il y a une grosse adoption côté cloud. Donc il y a beaucoup de services qui ont supporté Docker assez rapidement. Donc quand je le replace par rapport à mon échelle valeur-complexité, finalement, Docker apporte un peu plus de valeur dans le sens où c'est un peu plus général. Je peux faire du Docker dans le cloud, mais je pouvais en faire aussi on-premise, voilà, chez moi dans mes installs classiques. Par contre, ça rajoutait un peu plus de complexité puisque il fallait que je connaisse un petit peu le format de Dockerfile, le concept de conteneur. Voilà, donc il fallait trouver un truc par rapport à ça. Donc ça, 2016, je suis quand même assez fan de la technologie. Et puis du coup, côté Zenica, je deviens formateur officiel Docker pour vraiment travailler sur ces sujets-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les cloud providers ont beaucoup utilisé les technologies open source finalement pour construire leur infrastructure qu'ils proposent à leurs clients. Donc que ça soit des choses un peu plus vieilles comme les cgroup, LXC, etc. Mais on voit qu'il y a Kubernetes, du coup, redonné à la CNCF en 2016 par Google, qui fait que ça a explosé et ça a permis vraiment d'avoir Kubernetes un peu partout présent. Pourquoi je vous parle de ça? Puisque après la phase de containerisation, on a eu toute une phase sur l'orchestration. Donc l'orchestration, c'est quoi? C'est l'idée de se dire qu'on a des conteneurs, on va essayer plutôt d'indiquer un état désiré et l'orchestrateur va se charger de faire en sorte que l'état actuel corresponde toujours à l'état désiré, que ce soit en termes de scaling, de montée de version, etc. Donc Kubernetes, moi je découvre ça en 2018. Je fais ma première présentation au GDG Cloud Lyon avec Eric Briand en 2019. Et puis je commence à regarder un peu ce qu'il y a avec Kubernetes. Donc Kubernetes, vraiment l'idée de se dire qu'on est vraiment là dans l'orchestration at scale, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gérer 10 services ou ce genre de choses, on est plutôt là pour la centaine, milliers, dizaines de milliers, etc. Et là, on voit qu'il y a tout un certain nombre de concepts aussi à réapprendre. Donc, on a quelque chose qui tient très très bien à la mise à l'échelle, mais il y a des nouveaux concepts. La notion de pod, de service, et j'en passe. Pas mal de YAML aussi. Il faut du coup essayer de comprendre par rapport à tout ça. Par contre, ce qui est très bien avec le projet Kubernetes, c'est que c'est un projet vraiment très très populaire, bien documenté. Le fait que ça soit récupéré par la CNCF est aussi une preuve, un gage de qualité d'un point de vue open source, de santé open source. Tous les cloud providers le supportent quand même assez rapidement. Et puis, comme je l'ai dit, on est vraiment dans une démarche où on a l'état actuel versus l'état désiré. Donc, l'idée vraiment de publier ce qu'on souhaite avoir et de faire en sorte que l'orchestrateur se charge de le faire. Quand on regarde ça, par rapport à mon ressenti, c'est de se dire que Kubernetes apporte encore plus de valeur que ce qu'on avait juste avec nos conteneurs Docker. D'ailleurs, ça réutilise cette notion de conteneurisation derrière. Mais ça apporte quand même aussi pas mal de complexité. On a des choses intéressantes, mais on a la notion de nœuds qui accueillent nos applications, mais c'est pas vraiment nos applications, c'est des pods qui ont à l'intérieur des conteneurs. Bon, il y a pas mal de choses quand même qu'il faut bien avoir en tête quand on fait du Kubernetes. Et puis finalement, quand on regarde Kubernetes, ça peut faire beaucoup plus. Ça peut faire beaucoup plus que ce que j'ai indiqué. De base, vraiment, le point fort de Kubernetes aussi, c'est d'avoir plein de plugins, de projets open source avec lesquels on peut composer. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des fois trop de projets ou trop de choses possibles? Que ça soit dans l'aspect ingress avec les custom domains ou le traffic splitting que j'avais naturellement avec App Engine dès 2011, aujourd'hui, il faut utiliser des outils supplémentaires comme la configuration d'un trafic. L'aspect load balancing, je l'ai en natif avec Kubernetes, il faut pouvoir le paramétrer. Tout l'aspect health check aussi, qui est très intéressant, je l'ai en natif dans Kubernetes, mais il faut aussi le paramétrer. La notion de déploiement de nouvelles versions, j'ai des choses en natif, mais il faut aussi du coup bien comprendre tous les mécanismes qui sont derrière. Et puis, les choses que j'avais par exemple aussi avec App Engine, c'est scaler depuis zéro. Du coup, il faut rajouter d'autres choses dans sa boîte à outils Kubernetes comme Keda ou Knative. Si on veut rajouter de la sécurité, il y a d'autres projets. Bref, on voit qu'il y a pas mal de choses.
Et puis, d'un point de vue finalement développeur, hein, moi, du coup, App Engine, ce que j'aimais bien, c'était que je travaillais sur une appli pour une association ou autre, je déployais, ça fonctionnait. Donc, j'étais vraiment dans une vision développeur. Là, on se retrouve avec beaucoup de questions quand même quand on met en place du Kubernetes. C'est que si on regarde vraiment sous le capot, d'un point de vue un peu administrateur, Kubernetes en lui-même, il faut le mettre à jour. Donc, il n'y a pas que vos composants, votre appli à mettre à jour, mais il y a aussi Kubernetes. Si on a des objets stateful, comment ça se gère dans cette notion d'orchestrateur, la notion de backup, de sécurité, d'accès, et puis aussi de pricing. Typiquement, en tant qu'utilisateur, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un pricing qui évolue vraiment en fonction de la consommation. En fait, avec Kubernetes, je ne retrouve pas forcément ces aspects-là aussi, puisque du coup, une fois que j'ai démarré mes clusters chez les cloud providers, je paye le cluster, qu'il soit utilisé ou pas. Hein. Donc, je ne retrouve pas tout à fait ce que j'avais du coup avec App Engine. Donc finalement, si on remet ça en perspective sur mon échelle un peu valeur-complexité, en fait, on voit que côté Kubernetes, je peux aller encore plus loin parce que c'est des choses que je peux faire finalement un petit peu standardisées, quel que soit le cloud provider. Donc j'ai moins cette notion de vendor lock-in, je peux le faire aussi chez moi. Mais finalement, les petits traits, c'est pour montrer que le premier ensemble Kubernetes, c'est un peu le Kubernetes d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue développeur. J'apprends un petit peu comment déployer des pods. Mais si on regarde après d'un point de vue administrateur, en fait, il y a beaucoup plus de choses à gérer. Et là, du coup, moi, de mon côté, c'est un peu la douche froide. Voilà, donc j'avais bien aimé Docker. Je me suis dit que l'étape d'après, c'était peut-être Kubernetes. Et finalement, je me suis aperçu que je voyais quand même une certaine montagne en face de moi en termes de connaissances Kubernetes et qu'il fallait du coup vraiment bien connaître ce qu'il y avait. J'ai quand même passé la certification CKAD pour valider un peu mes acquis, etc. Mais du coup, je me sentais vraiment pas à l'aise avec la partie vraiment administrateur de Kubernetes. C'est là où, tout en regardant ce qui se passait côté cloud, il y a un nouveau monde qui est arrivé, qui est le monde du serverless. Donc, dans le monde du serverless, il y a pas mal de choses qui a été popularisé donc, du coup, par les lambdas d'Amazon. Donc, on parle aussi de FAS, de Function as a Service. Et donc, moi, j'ai découvert un produit en 2019 qui s'appelle Cloud Run, donc côté Google Cloud. Ce qu'on voit en fait dans le paysage serverless côté Google Cloud, c'est qu'on a App Engine, un petit peu le vieux de la vieille. On a les Cloud Functions qui est un peu comme les lambda, un peu comme une glue, voilà, pour travailler sur du coup ce qui est disponible. Et puis, on a aussi du coup Cloud Run qui est apparu, qui est un petit peu le petit nouveau et qui est vraiment très intéressant. Alors Cloud Run, qu'est-ce que c'est? Ce qu'ils indiquent, c'est que c'est une des premières serverless container solutions. Donc une solution serverless basée quand même sur les conteneurs. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant puisque ce qu'on avait avec App Engine, c'était cette notion un peu de vendor lock-in, mais simplicité d'utilisation d'un point de vue développeur. Le monde de la conteneurisation nous a permis en fait d'avoir un certain nombre de choses pour aussi avoir une façon de packager qui soit un peu plus universelle, d'avoir la promotion vraiment de nos images Docker, voilà, avec différents outils, etc., des étapes de validation, donc qui est très intéressante. Hein, il y a tout un tooling par rapport à ça. Et donc là, on a Cloud Run. Donc Cloud Run, l'idée, c'est que ça soit plutôt orienté HTTP, qui est du coup de base déployable avec une seule commande, mais si on veut vraiment faire différents services qui communiquent entre eux, voilà, on peut utiliser des outils d'infra as code. Et puis on a un contrat en fait à respecter avec le conteneur. Alors on peut le prendre comme des contraintes, mais finalement c'est un contrat qui est plutôt de la bonne pratique. Donc typiquement, avoir son serveur HTTP qui démarre en moins de 4 minutes, évidemment, c'est une bonne pratique et l'idéal même, c'est que ça démarre quand même assez rapidement. 4 minutes, c'est assez énorme. Mais on peut se retrouver des fois, je ne sais pas, dans le monde Java, par exemple, avec l'introspection au démarrage ou autre, qui fait que ça peut prendre du temps. On est plutôt là sur le monde du coup stateless. Donc l'idée, c'est vraiment côté Google Cloud de dire que c'est une solution Cloud Run de compute, mais que derrière, après, il y a d'autres solutions vraiment pour le stockage de vos données. Voilà, au départ, il n'y avait pas de background activité, donc la possibilité d'avoir quelque chose qui tourne en fond, mais ils ont changé ça aussi dernièrement. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que du coup, il y a un certain nombre de choses
en termes de contraintes aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on ait en fait une configuration des requêtes par conteneur qui va de 1 à 250. Donc, comparé au lambda ou au functional service, où l'idée, c'est d'avoir une instance par requête, là, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser aussi nos conteneurs qui tournent. Ce qui est vraiment le truc qui m'a le plus interpellé, c'est vraiment le modèle de pricing. Le modèle de pricing côté Cloud Run, c'est de se dire vraiment que on va payer le temps de la requête. Et ça, j'ai trouvé ça quelque chose d'assez novateur, c'est-à-dire que on va avoir un certain nombre d'instances de nos conteneurs qui tournent, et à la limite, on s'en fiche. Ce qu'on va payer, c'est entre le moment où une requête arrive, est traitée, et la requête ressort. Et donc, en fait, tout ce qu'il y a un petit peu autour ne sera pas comptabilisé du coup dans le pricing. Je retrouve un petit peu ce que j'avais avec App Engine, c'est-à-dire un déploiement en, là du coup, on va dire en 2 lignes de commande, une pour uploader mon image Docker et une autre pour déployer. Et je vais avoir aussi la possibilité de lier assez rapidement un custom domain, donc un nom du coup DNS particulier. Je vais avoir aussi directement disponible le traffic splitting entre mes différentes versions, donc quelque chose que j'avais déjà aussi avec App Engine, donc avec la possibilité d'avoir des versions qui sont prêtes à l'emploi. Et en fait, je vais choisir un instant donné laquelle je veux mettre en place à mes utilisateurs et peut-être faire aussi quelque chose de progressif. On verra ça un petit peu après derrière avec la démo. Je profite de la portabilité des conteneurs, avec l'idée vraiment de se dire que voilà, on peut faire des tests en local, je peux utiliser sur Cloud Run, je peux le mettre sur un Kubernetes que j'ai chez moi on-premise ou autre. Ils ont ajouté aussi la possibilité que ça soit compatible avec Buildpack. Donc ça, c'est un autre projet aussi de la SNCF, buildpack.io, donc qui permet en fait de construire finalement une image Docker sans avoir de connaissance Docker. Donc il va identifier si c'est du Python, je fais une image Python, si c'est du Java, etc. avec les bonnes pratiques. J'ai du scaling de 0 à n comme j'avais avec App Engine. Et puis, de base, en fait, sur Cloud Run, on peut choisir différents modes. Il y a un mode où en fait on est en mode complètement managé par Google Cloud. Donc en fait, on va dire vas-y, Google Cloud gère mon Cloud Run, j'ai rien à faire. Mais on peut aussi choisir de le déployer sur un cluster à soi Kubernetes, puisqu'en fait on a le projet Knative qui permet vraiment de gérer ces aspects-là. Et donc en fait, on peut imaginer aussi transférer un petit peu ce monde-là du serverless, du scaling de 0 à n, de la configuration qu'on a fait autour de ça. Et en fait, on peut récupérer finalement le YAML qui est utilisé par Cloud Run pour finalement peut-être redéployer ça quelque part sur son Kubernetes qui aurait Knative d'installer. Donc voilà. Donc on a quand même pas mal de choses vraiment intéressantes avec cet outil-là. Et donc, si je résume ça après sur mon échelle toujours valeur-complexité, je trouve que Cloud Run complète bien vraiment l'association un petit peu d'App Engine et de Docker. On a quelque chose où on est rapidement productif, on va pouvoir vraiment continuer à se concentrer sur son code. Quand on regarde la définition du serverless, donc ça c'est la définition qu'on a sur le Working Group Serverless de la SNCF, ils indiquent du coup que le serverless, l'idée c'est d'avoir du compute qui ne requiert pas de gestion de serveur. Ok. Donc c'est vrai que déjà ça élimine un peu Kubernetes avec sa gestion de cluster. Et du coup là ils essaient d'expliquer qu'on a un modèle de déploiement où les applications ou les fonctions sont exécutées, scalées et facturées en fonction de la demande exacte nécessaire au moment. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on a avec Cloud Run. On va avoir vraiment du scaling de 0 à n et une facturation vraiment que au temps où il y a les différentes requêtes qui sont exécutées sur notre outil. Finalement, pour résumer, ce que je me suis aperçu en essayant de mettre voilà, sur cette échelle valeur-complexité différents produits, c'est que en fait, l'échelle complexité, c'était peut-être du server management, c'était peut-être une partie un peu ops. Et là où je considérais où c'était de la valeur, c'était vraiment de la valeur d'un point de vue développeur, c'est-à-dire quelque chose qui soit facile à déployer, à scaler, à monitorer. Donc des choses qui, moi, en tant que plutôt avec un background développeur, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, je préfère développer des choses. Et du coup, le monde du serverless me convient mieux, d'où cette flèche. Ok. Revenons un petit peu à Cloud Run. Du coup, dans le spectre,
de Google, on voit que maintenant, ils essaient de définir une serverless zone. Je vous ai remis ce schéma-là parce que souvent, on aime bien le présenter avec la notion de YAS, de PaaS, de SaaS. Donc, il y a le petit nouveau avec le FAS et le CAS. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la notion de CAS, Container as a Service avec Kubernetes, et la notion de FAS, de Function as a Service avec les Cloud Functions pour Google Cloud, on se retrouve avec un Cloud Run là, qui est un peu au milieu, et on voit qu'il tend un petit peu à ressembler avec ce qu'on a avec App Engine. Mais l'avantage du coup voilà, de Cloud Run, comme on l'a dit, c'est vraiment de se baser sur les conteneurs. Donc là, vraiment à l'intérieur, on peut mettre n'importe quel langage, n'importe quel binaire. On a tout un écosystème qui est disponible. Et puis, comme je l'ai indiqué un petit peu avant avec Knative, on se retrouve avec Cloud Run disponible dans différents modes. Donc, Cloud Run de base, on peut l'utiliser, comme je l'ai indiqué, en fully managed. Donc, voilà, on va choisir notre image et hop, on va avoir un conteneur qui pop quelque part sur l'infra côté Google Cloud. On va avoir une URL dédiée et pouvoir pinguer cette URL, jouer avec cette URL. On a Cloud Run sur Anthos, donc qui est là plutôt, voilà, l'idée Anthos, c'est les aspects un peu multi-cloud côté Google Cloud, donc d'avoir la possibilité d'avoir des Kubernetes voilà, qui soient gérés ailleurs que sur Google Cloud, mais tout en restant dans la console Google Cloud. Et donc, du coup, on va permettre avec Cloud Run de déployer, par exemple, sur un cluster qui serait géré avec Anthos et qui serait peut-être on-premise ou ailleurs. Et tout ça pour dire à la fin que tout ça, c'est beaucoup poussé par Knative, voilà, qui est un projet qui a été redonné du coup à la CNCF aussi dernièrement. Et d'ailleurs, il y a eu l'annonce, alors, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, de Istio aussi, un autre projet côté Google Cloud qui va être redonné du coup à la CNCF. Donc plutôt des choses intéressantes puisqu'on voit que Google s'est basé sur, on va dire, toute la vague de conteneurisation, d'orchestration pour profiter des différents outils disponibles pour créer finalement Cloud Run, mais finalement de comprendre aussi que Cloud Run, c'est juste un ensemble de projets open source qui sont aussi disponibles comme Knative. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Sur l'aspect contrat, on en a déjà un petit peu parlé. Sur l'aspect ressources, donc on a différentes notions disponibles. Voilà, on peut gérer des CPU par conteneur, la mémoire, le nombre de requêtes concurrentes et le nombre maximum de conteneurs. Alors la notion de requêtes concurrentes est aussi intéressante typiquement. C'est si on doit appeler par exemple une base de données derrière, on peut avoir un pool de connexion aussi, qui fait qu'on veut peut-être limiter aussi le nombre de requêtes concurrentes par conteneur, ce genre de choses. Et tout ça sandboxé par Gvisor. Donc c'est vrai que côté Google Cloud, ils utilisent ça aussi pour, on va dire, sécuriser les appels système dans le monde de la conteneurisation. Comme je l'indiquais, l'idée c'est vraiment d'avoir une notion de pay per use, donc de facturation aux requêtes. Donc on va vraiment payer pour la mémoire et le CPU qu'on utilise au plus près. Donc la granularité, c'est les 100 millisecondes. Donc un bon moyen, enfin voilà, quelque chose qui fit vraiment avec Cloud Run, c'est déjà quelque chose qui est stateless, hein, on l'a dit. On n'est pas là forcément pour faire des choses qui sont stateful, qui tournent tout le temps. Hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir un scaling de 0 à n, qui correspond plutôt à des workloads HTTP ou gRPC. L'aspect scaling, on a vraiment quelque chose d'intéressant où on va avoir quelque chose qui scale automatiquement, donc pas besoin forcément d'avoir les pics de charge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, toujours intéressant. C'est de se dire qu'on va mettre en place un produit, un service disponible voilà, sur Internet ou dans votre entreprise ou autre. Et finalement, les pics de charge, on n'a pas forcément besoin de connaître exactement quand est-ce qu'ils vont avoir lieu, etc. On peut laisser potentiellement voilà, des campagnes marketing tester des choses et on sait que finalement, ça va suivre derrière. Et puis, comme je l'ai dit, l'idée avec ce monde de la conteneurisation, c'est de pouvoir mettre un peu ce qu'on veut dans ce packaging-là. Les contraintes, du coup, c'est utiliser des conteneurs. Et puis, voilà, historiquement, on ne peut pas trop utiliser de background tasks. Ils sont en train de changer ça et ils travaillent pas mal dessus en ce moment. Hop, on va passer à une petite démo rapide pour vous présenter un peu tout ça avant de conclure. Alors, j'essaie de ne pas me tromper dans mes fenêtres. Tac. Alors, je désactive le partage d'écran pour vous montrer toute ma fenêtre. Hop. Alors.
Voilà, donc là, je suis sur la page consolecloudgoogle.com. J'ai un projet et je suis du coup dans le menu Burger. Je suis allé dans Cloud Run. OK. Je vais cliquer sur Create Service pour créer un service. Je vais choisir donc un conteneur image URL. Donc j'ai déjà uploadé un petit conteneur tout à l'heure pour éviter l'effet démo. Donc j'ai un conteneur qui s'appelle Nand DevOps de mémoire. Voilà. La région, je vais pouvoir choisir une région pour déployer mon service Cloud Run. Truc intéressant, côté Google Cloud, ils ont un Google Cloud région picker de disponible. Et puis du coup, en fonction de votre position, vous allez pouvoir choisir aussi quel est le plus intéressant pour vous. Donc par exemple, si c'est le prix qui est très important pour moi, on voit que le moins cher, c'est US Central. Par contre, si finalement c'est l'empreinte carbone qui m'intéresse, on me dit de plutôt me tourner vers la Finlande, qui est du coup un data center qui est assez poussé en termes d'éco-conception. Et la petite surprise que j'ai eue tout à l'heure, c'est que j'ai tapé Paris et je retrouve en fait Europe West 9 disponible, qui est aussi en low CO2. Donc pour info, côté Google Cloud, ils sont en train de sortir la zone Paris. Et du coup, pour la démo, je propose d'essayer quand même de se faire sur Paris. On va voir si ça marche. J'autorise le fait d'avoir des invocations non authentifiées pour pouvoir vous partager l'URL et puis tester en HTTP de façon très simple. Hop, je vais créer le service, on va regarder ce que ça donne, en espérant que ça marche bien du coup sur cette nouvelle région française. Donc vous voyez le nouveau Europe West 9 qui est arrivé. Et donc là, c'est le moment où on fait les roulements de tambour. Hop, je vais décaler cette fenêtre-là, peut-être pour pas vous gêner. En attendant, je peux vous présenter aussi le projet rapidement. Donc c'est un projet Node.js très simple avec du Express qui affiche du coup cette démo. Du coup, histoire de pouvoir compléter tout ça, je vais ajouter un éléphant du coup pour Nantes, et puis pour la France, on va ajouter un petit drapeau français. Hop. Je sauvegarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi de suite préparer le déploiement. Donc le nouveau conteneur, je vais l'appeler Nantes DevOps 2, je m'embête pas trop. Mais du coup, là, je vais avoir un build qui va être fait sur Cloud Build. Bon, je rentre pas forcément trop dans le détail, mais il upload en fait ce qu'il faut. Dans mon projet, j'ai un Dockerfile, j'ai mon app.js, il upload tout ça et puis il va s'amuser à construire tout ça du coup sur Cloud Build et me mettre à disposition du coup sur la registrie côté Google Cloud qui s'appelle gcr.io. Ok, hop, je regarde ici, je reviens là. Alors, il me dit Setting YAML Policy Completed. Ok, bon, c'est pas grave. En attendant, on va uploader un nouveau conteneur qui a des nouveaux emojis. Ce qui est toujours important, c'est les emojis. Niveau révision, du coup, on a un premier truc. Checking container else. Donc, c'est plutôt bien parti, je pense. Voilà, j'ai une première URL. Hop, donc je vais vous la partager dans le chat. Et comme ça, on va pouvoir, si vous le voulez, vous amuser avec. N'hésitez pas à spammer. Bon, peut-être pas trop non plus, mais voilà, n'hésitez pas à regarder que ça fonctionne bien. Donc vous voyez que le premier message ici, la première révision, donc elle s'appelle Demo for non-DevOps France DevOps with Cloud Run. Il n'y a pas d'emoji éléphant ni le drapeau de la France. Et donc j'ai une première révision ici. Cette révision-là, attendez, je vais essayer d'agrandir un petit peu pour que ce soit un peu plus clair pour vous aussi. Hop. Cette région-là, je vais mettre une révision. Donc je vais ajouter un tag. Je vais l'appeler first parce que voilà, c'est le premier déploiement. Hop. Ce qui est intéressant du coup avec ce petit first, c'est que du coup là, vous voyez l'URL que je vous ai donné dans le chat, c'est l'URL finalement de production que je pourrais mapper avec un custom domain évidemment. Là maintenant, avec cette notion de first, vous allez voir, je vais vous le mettre dans le chat, vous avez en fait quelque chose qui est préfixé par le nom du service, ce qui va permettre potentiellement d'avoir une version que je vais mettre à disposition de certaines personnes, côté test ou des utilisateurs confirmés, des ambassadeurs, ce genre de choses. Donc quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'on voulait faire du coup, c'était déployer une nouvelle version. Donc si je regarde ici, j'ai bien un success, donc j'ai une nouvelle image qui s'appelle Nantes DevOps 2 et que je vais déployer. Donc je vais faire Edit. Là, je vais sélectionner du coup ma nouvelle. Donc je pense que c'est elle 1 minute ago. Oui, ça doit être très bien.
Et du coup, je vais la déployer. Et je vais enlever le fait de servir la révision immédiatement. Comme ça, on va pouvoir regarder ce que ça donne pour mettre en production. Je n'ai pas rentré forcément dans le détail de tout ce qui est disponible, mais vous voyez que vous pouvez spécifier un certain nombre de choses en termes de port de conteneurs, de commandes, d'arguments, la façon dont le CPU est alloué, le nombre de CPU, le nombre de requêtes par conteneur. Il y a vraiment pas mal d'infos qui sont disponibles. Et ils ont sorti aussi différentes générations côté Cloud Run, avec la possibilité d'être un peu plus compatible côté commande Linux, etc. Bon, je ne vais pas forcément entrer dans le détail pour cette démo. Donc là, je déploie une nouvelle version, d'ailleurs, que je vais peut-être pouvoir appeler, peut-être que je vais préfixer avec un flag, puisque maintenant on a des petits drapeaux magnifiques disponibles dans la version. Donc là, la version elle est déployée, mais j'ai aucune URL pour y accéder. Si je fais un refresh sur l'URL de base, je suis toujours avec la version sans drapeau. Donc ce que je vais faire dans la révision URL, je vais ajouter un petit flag devant. Donc voilà. Et puis du coup, il va me updater du coup le routing trafic. Et je vais l'ouvrir. Non, c'était pas encore dispo. Pardon. Et là, super, du coup, j'ai ma nouvelle version, du coup, que je peux filer du coup à mes utilisateurs testeurs, donc vous-même finalement. Et donc vous allez pouvoir tester et vérifier du coup que j'ai bien les flags, j'ai bien le petit éléphant dans DevOps et le drapeau pour France DevOps. Parfait. Du coup, on va dire que vous me validez cette version-là. Ce que j'aimerais maintenant, c'est passer en production. Mais on a quand même des cas utilisateurs, on n'est pas allé au bout des choses. Et puis, on s'attend peut-être à un pic de charge avec la nouvelle version, etc. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se comporter. Donc, ce qu'on propose finalement, c'est de se dire, on va gérer le trafic des révisions. On va essayer de faire 50% sur une des versions et 50% sur la dernière version qui s'appelle la version 03 YUL qui s'appelle Flag. Et on va mettre 50-50. OK? Comme ça, en fait, en théorie, on va partager les différentes requêtes entre ces deux versions-là. Donc là, je vais encore avoir cette petite update de routing traffic. Et donc, si je vais sur ma page first, je refresh, j'aurai toujours la même version, parce qu'elle est vraiment liée, c'est le nommage d'une c'est vraiment le nommage d'une révision précise. La version flag aussi, ça ne va pas bouger puisque c'est le nommage d'une révision précise. Par contre, mon URL de production, elle, du coup, je vais m'attendre à avoir peut-être un coup sur deux quelque chose qui est modifié. Et donc, si je refresh, là, j'ai les drapeaux. Si je refresh un certain nombre de fois, je n'ai pas les drapeaux. Donc, c'est le comportement voulu. Alors, évidemment, là, vous ne voyez pas les F5 que je fais. Et puis, bon, c'est compliqué à vérifier que c'est vraiment 50-50. Mais dans l'idée, du coup, je peux vérifier que ça fonctionne bien. Et puis, peut-être qu'à terme, je me dis que ma version, du coup, elle est bonne. Je vais gérer le trafic. Et puis, je vais passer 100% sur ma version 03, pardon, c'est celle-là. Tac. Donc là, finalement, maintenant, je mets en production. Donc, vous voyez en fait que je reviens un petit peu à un mécanisme que j'avais avec App Engine, qui est de se dire, finalement, tout est quasi prêt en production. Le fait de mettre en prod, c'est juste d'afficher vraiment à l'utilisateur finaux la version courante. Et donc là, maintenant, si je rafraîchis tout le temps, j'aurai toujours, du coup, ma version avec le drapeau et l'éléphant. Voilà un petit peu pour la démo. Ce qui est intéressant du coup, côté Cloud Run, sans forcément entrer trop dans le détail, mais juste montrer différentes images. Peut-être qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui s'y sont connectées, donc on voit que je commence à avoir quelques notions de monitoring qui apparaît. Je vais avoir les logs aussi disponibles. Donc là, vous voyez que je vais avoir tous les logs HTTP. Il y a pas mal de monde qui fait des curls. Super, merci. Du coup, des petites révisions. On voit une notion de trigger aussi, ça c'est quelque chose d'intéressant. On a de plus en plus de choses qui arrivent avec le projet Event Arc de Google qui se base sur Cloud Events, qui est dans l'idée de se dire que Cloud Run, de la même manière que les Function as a Service, on pourrait faire en sorte d'appeler nos services Cloud Run sur un certain nombre d'éléments, que ce soit l'arrivée d'un message particulier dans les audit logs, le dépôt d'un fichier dans Cloud Storage, ce genre de choses. Donc, quelque chose d'assez intéressant et assez prometteur, puisque ça permet de faire peut-être plus de choses avec les conteneurs, en termes de tooling aussi, comparé aux functions. Le détail de mes infos. Et puis, là, on va retrouver du YAML avec, du coup, la notion de Knative qui est disponible. Donc, vous voyez vraiment que c'est là, du coup, du YAML avec Knative
Et puis, il y a un truc, c'est des permissions aussi pour donner les droits pour travailler du coup sur le projet. Voilà un petit peu pour la démonstration. Et puis, je vais retourner du coup sur les slides pour la petite conclusion. Hop. Alors, en conclusion du coup de cette petite présentation sur Cloud Run, mon point de vue, c'est que finalement, Cloud Run couvre quand même la majorité des use cases d'application. Faut quand même considérer qu'on fait beaucoup d'applis front avec un peu de back, ce genre de choses. Finalement, Cloud Run répond quand même à plein de use cases et puis on peut utiliser des outils de stockage, pas mal de choses côté Google Cloud. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'ensemble des projets côté Google Cloud. Donc, c'est vraiment un projet sur lequel Google mise énormément. C'est finalement le remplaçant de App Engine que j'adorais. On a quelque chose quand même qui est interopérable avec tout ce qui est Knative, etc. Et puis, je trouve que l'expérience développeur est supérieure par rapport à d'autres choses, que ce soit du Kubernetes où il faut potentiellement avoir Kubernetes sur son poste pour pouvoir tester en réel, ou des Cloud Functions où c'est pas toujours évident de tester en local ces Cloud Functions. Bah, je trouve que du coup, là, on se retrouve avec quelque chose d'assez intéressant. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi cette vague un peu de la containerisation, de l'orchestration, bah, avec les build packs, on peut s'en sortir assez facilement pour avoir quelque chose de disponible en termes de packaging et déployé sur Cloud Run. Je rappelle vite fait donc un serverless report de 2020, mais qui essaye quand même de rappeler un petit peu pourquoi on choisit le serverless. Et ça correspond quand même assez bien à ce que moi je remarque, c'est-à-dire que je voulais diminuer le temps d'administration système, avoir quelque chose de correct en termes de coût des ressources, c'est la bulle qui est en bas à droite, gagner en rapidité de développement, et puis avoir cette notion de scaling où j'ai pas forcément à réfléchir. Si j'ai pic de charge, ça va suivre. Si la nuit il n'y a personne, ça redescend à zéro. J'ai pas forcément besoin de me prendre la tête. Donc pour résumer, un truc aussi qui est toujours important, c'est qu'on voit que Cloud Run, ça a réussi et ça supporte Kubernetes. Donc c'est basé sur tout un ensemble, un écosystème qui est autour de Kubernetes, donc Kubernetes Knative, et que finalement ça peut supporter chacun de son côté. Et peut-être qu'on peut avoir aussi des workloads qui correspondent très bien à quelque chose qui est récurrent, et donc on va garder peut-être dans Kubernetes, mais peut-être des choses qui sont peut-être plus légères, plus naturelles, peut-être liées à l'événementiel, plus temporaire, qu'on va pouvoir mettre du coup côté Cloud Run. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la notion de serverless container solution, on voit beaucoup d'annonces sur ces éléments-là. Donc, j'ai parlé de Cloud Run, qui est un des top projets sur Google Cloud, mais on a aussi AWS App Runner, et puis on a Azure Container Instance, qui était en preview. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, on voit qu'il y a pas mal de produits chez les différents cloud providers qui ressemblent à Cloud Run. Bon, comme d'habitude, utiliser le bon outil pour faire la bonne chose. Et puis, trouver voilà, le juste milieu. C'est pour ça aussi que j'avais mis l'échelle un peu valeur-complexité. Est-ce que vous êtes plutôt un développeur ou plutôt quelqu'un qui est capable de faire de l'administration? Bah voilà, entre les deux mondes, plutôt côté Kubernetes ou plutôt côté serverless, même si les deux peuvent se rejoindre à certains moments. Sur ce, je vous remercie. Voilà, il est 12h46. Je vous remercie du coup d'être présent. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, je suis disponible du coup pour les questions. Merci à vous. Ouais, du coup, Julien, on avait une question de Thierry sur quel est le pricing vs les Cloud Functions. Alors, le pricing vs les Cloud Functions, bah, ça va être un pricing un peu équivalent puisqu'on a vraiment un coût à la requête. Mais typiquement, comparé au Cloud Function, tout ce qui est un petit peu le démarrage des Cloud Functions, bah, à chaque requête, on aura les Cloud Functions une Cloud Function qui va démarrer. Donc, il y a le temps de démarrage qui va prendre, du coup, qui va coûter. Là où avec Cloud Run, le pricing, vraiment, c'est au temps de la requête. Peu importe que ça ait déjà tourné ou pas. Voilà. Ok. Je prends la question qui est en top, qui a le plus de voix. C'est la question de Mathieu. Pour l'émulateur, c'est un Knative local? Alors, l'émulateur, bah, il y a différentes façons de le faire. Moi, naturellement, déjà, aujourd'hui, en fait, on a quand même Docker qui est supporté sur les laptops ou les desktops des développeurs beaucoup plus facilement qu'à une époque.
Donc finalement, déjà, avec du Docker, c'est quand même plus simple. Après, on a la possibilité du coup de gérer un certain nombre de choses. L'aspect Knative, non, il n'est pas directement intégré sur l'émulateur, enfin je crois pas. Voilà. Ok. La question de Salim, pour les applications multiservices, est-ce que les conteneurs peuvent être accessibles uniquement dans un VNet pour qu'ils puissent communiquer entre eux et n'exposer qu'un conteneur sur l'adresse publique? Oui, tout à fait. On peut imaginer avoir des services voilà, qui sont dédiés que ce soit en termes réseau ou autre, avec un VPC et d'avoir du Cloud Run qui est que dans un item spécifique et peut-être avoir un autre qui est lui public pour les utilisateurs. C'est pour ça aussi que j'indiquais que de base, quand on est sur un service en particulier, on n'est pas obligé de faire de l'infra code ou autre, mais c'est vrai que si on commence à gérer différentes instances Cloud Run ou autres avec ce genre de choses, et bah, du coup, on peut imaginer du coup utiliser ce genre de mécanisme et utiliser du coup d'IAC ou d'autres choses par rapport à ça. Ok. Richard nous posait une question. As-tu eu un retour sur la plateforme serverless Apache OpenWhisk? Non, non, j'ai pas touché à OpenWhisk. J'avais regardé un peu OpenFaaS, les Lambda, les Cloud Functions, mais pas d'OpenWhisk. Brandon nous a posé la question, quelles sont les bonnes pratiques pour passer d'un cluster cube à un workflow basé sur function run? Notre problème est la lenteur. On passe de 5 à 8 secondes à 4 minutes sur function run. Le même conteneur, mais en 5-8 minutes hors GCP. As-tu des conseils ou as-tu déjà rencontré ce genre de problème? Bah, après, si les conteneurs, enfin, avoir de telles différences sur le temps de démarrage, faut regarder. On voit clairement que, en fait, c'est un peu comme si on fait sa propre pizza. C'est-à-dire que si on est sur une démarche un peu YAS ou CAS, on crée son Kubernetes, on peut choisir tous ces ingrédients et faire à sa sauce. Et si on est plus ou moins végé ou si on est fan de viande, on choisit vraiment ce qu'on met dedans. Donc typiquement, si vos conteneurs demandent pas mal de patates au démarrage, on peut imaginer du coup dans son cluster cube avoir des nœuds qui sont costauds. Là, au côté Cloud Run, bah, ça va rester sur des vCPU. On va pas pouvoir forcément toujours plugger ce qu'il faut, je sais pas moi, en termes de GPU ou je ne sais quoi. Donc c'est plus voilà une pizza Sodebo qui serait disponible sur étagère qu'on mettrait et qui serait disponible. Donc il y a un peu des deux. Après, si sur le genre de problème, on est sur des temps x5, x10, enfin, j'ai pas tout compris aux éléments. Je pense qu'il faut passer un peu de temps quand même à checker pourquoi le démarrage est aussi long. Après, côté Cloud Run, une des solutions serait de définir un minimum d'instances, quitte à payer quand même, mais pour qu'elle soit toujours up, on va dire, pour le récurrent. Et peut-être qu'on aurait des problèmes un petit peu de temps de démarrage que vraiment si on a un pic de charge, quoi. Ok. Dans le chat, il y a Arthur qui nous demande si tu pourrais copier-coller le YAML Knative. Oui, je pourrais le copier. Après, je crois qu'il y a une clé qu'il ne faut pas que je copie, donc je préfère pas trop le copier dans le chat. Mais dans Ouais. l'idée, le début, il n'y a pas de souci. Prends pas de risque en tout cas. Est-ce que Cloud Run est intégré avec GitLab CI/CD ou est-ce qu'il y a une intégration possible? Bonne question. Je réfléchis. Je crois pas que j'ai regardé dernièrement côté GitLab, mais je pense qu'il doit y avoir des choses quand même parce que on va dire que Cloud Run est quand même très simple d'utilisation, GitLab aussi, donc ça fait un bon, on va dire pour atterrir au bout d'un pipeline. Je pense que Cloud Run peut être quand même assez pertinent finalement comme solution. Donc à regarder, je ne sais pas si c'est disponible sur étagère ou s'il faut regarder certaines choses que d'autres ont fait, quoi. Ok. Pour finir, enfin là, c'est la dernière question que j'ai. Comment comparerais-tu à Heroku et les conteneurs Dinos? Euh, Bah, moi, ce que j'ai vu des Roku et des conteneurs Dino, c'est que je crois pas qu'il y ait scaling depuis zéro. Enfin, le pricing de mémoire, hein. Après, je me trompe peut-être, hein, mais moi, à l'époque, je crois que c'était quand même forcément un conteneur qui tourne. Et en fait, enfin, une instance qui tourne. Et ça me dérange toujours. Moi, j'aime bien vraiment avoir cette notion-là où on a du scaling depuis zéro. Je trouve ça vraiment bah, top parce que, comme j'ai dit, pour plein de projets, etc., qui n'ont pas besoin d'être en 24/24, déploiement international avec des gens qui est tout le temps là, finalement, la nuit, il y a plein d'infras qui tournent, vraiment pour rien.
Et je trouve ça vraiment pertinent aujourd'hui d'avoir du scaling vraiment depuis zéro. Donc je crois pas qu'on l'avait avec la feature d'Heroku là, avec les dinos, mais à checker. Ok. Du coup, on avait fait le tour des questions. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. N'hésitez Ouais. pas. Bah, après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas sur Twitter ou LinkedIn. Moi, je reste disponible si vous voulez échanger sur certaines choses ou autres, ou regarder, voilà, répondre à vos interrogations. Faut pas hésiter. Ok, merci à toi en tout cas Julien pour la qualité de ta présentation. Et du coup, je dis aux autres de rester sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, le site France DevOps, etc. pour savoir le prochain rendez-vous. Super. Merci. Bonne journée. Bon appétit. Merci.